Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va revoir les résultats de Air Liquide en 2021 et ça sera pour moi l'occasion de refaire un petit update sur l'analyse de cette entreprise que j'avais déjà fait sur cette chaîne. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je suis un amateur, donc la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement. Donc je vous invite à faire votre propre analyse avant d'investir ou non sur cette entreprise. Alors pour les résultats de 2021, on voit que la grosse partie de l'activité gaz et services qui représente plus de 95% de son chiffre d'affaires est en augmentation de un peu plus de 7% pour l'année 2021 vis-à-vis de l'année 2020. Les autres secteurs sont en plus forte croissance mais sont beaucoup plus marginaux en termes de chiffre d'affaires. Donc concernant l'activité gaz et services, qui est le cœur de son métier, puisque Air Liquide est une entreprise qui fournit des gaz industriels, donc avec 4 grands secteurs d'activité. La partie industrielle, donc chimie, acier et raffinage, une partie spécialisée dans les gaz pour la production de semi-conducteurs, une partie des gaz médicaux style l'oxygène, et puis une partie industrielle marchand, alors pour l'automobile, la construction, etc. etc. Bon, voilà, donc pour dire que c'est une entreprise qui produit des gaz avec des clients très diversifiés et répartis sur l'ensemble des continents, et donc avec en fonction des continents des spécificités de marché, comme vous le voyez sur la graphique. Par exemple en Asie, la part pour la production de semi-conducteurs est plus importante qu'en Europe par exemple, où c'est plutôt la santé qui est en première ligne. Voilà, bon, globalement c'est pour dire que c'est bien diversifié à la fois de manière géographique, à la fois en termes de clients et à la fois sur différents types de secteurs, donc des secteurs plus industriels et d'autres plus résilients comme la santé. Alors en termes de résultats, donc on voit que le chiffre d'affaires est en croissance modeste sur les 5 dernières années et que son résultat net lui aussi augmente de manière parallèle, avec une discrète augmentation de la marge nette qui tourne autour de 11% pour l'année 2021. Donc croissance du résultat net sur les 5 dernières années d'un peu plus de 3% par an. En termes de bénéfices par action, si on prend plus de distance, c'est une entreprise qui a l'habitude de délivrer une croissance constante dans le temps de quasiment 7% sur du long terme. Donc si on l'applique aux résultats que je vous ai présentés avant, il y a un petit ralentissement, en sachant qu'il n'y a pas forcément d'effet relutif important pour cette entreprise, comme on le verra plus tard, pour expliquer une surperformance du bénéfice par action. Alors en termes de free cash flow, sur les 5 dernières années, on a un free cash flow qui augmente aussi, quasiment 2,5 milliards pour l'année 2021, croissance de 3,5 de manière géométrique sur les dernières années. En termes d'allocation de ce cash flow, comme vous le voyez sur ce graphique tiré de leur présentation, donc on voit qu'il y a une partie qui est destinée à l'acquisition, à faire des acquisitions pour nourrir la croissance externe, donc comme Sasol en 2021, une partie sur les dividendes et puis une partie qui permet aussi de désendetter l'entreprise. Donc une gestion tout à fait saine de ce cash flow. Alors il y a une question sur le début de l'année 2022 sur l'inflation des coûts. Eux mettent en avant par exemple sur l'industriel marchand une accélération des prix pour couvrir cette inflation. Eux sont confiants, en tout cas ce qu'ils annoncent, dans le maintien voire l'augmentation de leur marge opérationnelle, avec des objectifs de cash flow opérationnel supérieurs à 23%. Donc a priori une entreprise ou en tout cas qui a l'ambition d'être résiliente dans ce contexte inflationniste. Alors c'est un des éléments pour lesquels l'entreprise est connue et très populaire, notamment en France, et sa politique de redistribution aux actionnaires. Donc un dividende en croissance sur le long terme de plus de 8% par an en moyenne, un rendement actuel qui est supérieur à 2%,
et, et aussi tous les 2 ans une distribution d'actions gratuite. Donc pour une action distribuée pour 10 actions possédées. Donc voilà un petit peu pour une politique de redistribution pérenne et généreuse pour cette entreprise, avec concernant le dividende un payout ratio tout à fait raisonnable à quasiment 50%, pareil sur le free cash flow, donc pas de souci pour maintenir ce dividende tant que la politique actuelle est maintenue. En termes de nombre d'actions en circulation, il n'y a pas de diminution, mais en tout cas il y a une stabilité du nombre d'actions en circulation. Il y a une discrète inflation, mais qui reste nettement inférieure à 1% par an, donc ça reste raisonnable, même s'il n'y a pas d'effet révolutif majeur pour cette entreprise. Alors en termes de valorisation, si on prend les chiffres de l'année 2021 avec les cours de valorisation actuels, donc en juin 2022, on a un PER à 26, un price to free cash flow à 28, un price to sell à 3. Pour des performances en termes de retour sur equity à 12,5% et un ROIC à 8,5%. Voilà pour les performances de cette entreprise. Alors si on essaie de définir des niveaux d'entrée, alors je ne reviens pas sur ma méthode, mais globalement j'applique des scénarios de croissance sur le bénéfice par action et des niveaux de valorisation terminale. Pour cette entreprise, j'ai un objectif de retour sur investissement de 5% par an, en plus du dividende et des actions qui sont distribuées, donc il faudrait aller un peu plus de 5% par an si on intègre les actions distribuées, donc même plutôt 7% par an. Donc on voit que la performance pour l'actionnaire va être sur la politique de redistribution en partie, mais j'attends quand même une croissance de la valorisation de cette action. Donc si j'applique 5% et des taux de croissance différents, je détermine 3 niveaux d'entrée. Donc pour un scénario moyen, c'est le seul que je vais vous détailler, c'est-à-dire je pars du bénéfice par action de 2021, j'applique 5% de croissance sur ça pour les 5 prochaines années, donc ce qui est en ligne avec les taux de croissance, voire un tout petit peu supérieur de ces dernières années, puis 3% dans 5 à 10 ans. Avec une valorisation et un PER terminal à 20. Donc mon niveau d'entrée pour avoir un retour sur investissement de 5% par an, c'est en dessous de 100 €. Donc au moment où j'enregistre la vidéo, l'entreprise est autour des 130 €. Donc encore un petit peu haut, en sachant que dans mon scénario, effectivement les taux de croissance sont pas très élevés, mais j'exclus sur un scénario comme ça l'absence de récession et de baisse ou de stagnation des revenus de cette entreprise, ce qui n'est pas totalement exclu, car elle a une composante cyclique malgré tout. Voilà, bon, j'ai fait un scénario plus optimiste avec des taux de croissance plus optimistes et des niveaux de valorisation, et un scénario plus pessimiste. Ça me permet d'avoir une échelle de valorisation en fonction de l'évolution du cours. Alors, un petit élément d'analyse technique, donc on voit que sur ces dernières années, l'entreprise elle est dans un canal haussier, qu'elle en est quasiment pas sortie, sauf au moment de la crise Covid. Pour l'instant, elle reste sur une tendance plutôt haussière long terme. On voit qu'elle a pas mal corrigé ces dernières semaines depuis le split qui a eu lieu au mois de mai, je crois, de mémoire, et qu'elle est en bas de son canal. Alors on voit que techniquement il y a une zone support, là je vous ai mis 2 traits horizontaux entre 123 et 127 €, là techniquement qui pourrait être intéressant pour du moyen terme. Un niveau en dessous, c'est la moyenne mobile de 100 périodes à 120 €, et techniquement un niveau encore en dessous c'est 110 €. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'analyse technique, en tout cas des points d'entrée qui pourraient être intéressants techniquement. Alors si je résume l'entreprise et que je fais ma checklist habituelle, bon, le business model est très complexe et varié, donc j'en ai pas tous les tenants et les aboutissants. Bien évidemment qui sera là dans 10 ans. C'est du B2B, donc je ne suis pas à titre personnel consommateur de produits directs, c'est évident. Alors le mode, alors là, pour moi c'est pas une entreprise qui a un mode forcément majeur. Certes il y a une barrière à l'entrée
pour le développement de toutes les infrastructures. Néanmoins, par définition, elle vend un produit qui est très indifférencié, que ce soit pour un industriel ou pour un hôpital. L'oxygène, ça va rester de l'oxygène. Et donc c'est simplement le coût et la facilité de distribution qui va compter. Donc si elle a un mode, c'est essentiellement sur l'étendue de son réseau, mais rien n'empêche des entreprises comparables de s'implanter sur les mêmes territoires. Donc pour moi, il n'y a pas de vrai mode selon moi. Voilà. Alors il y a une croissance de long terme favorable. Ce qui est sûr. Par contre, elle est dépendante aussi en partie sur ses carnets de commandes du cycle économique, et donc probablement que si on observait un fort ralentissement industriel, voire même de production de semi-conducteurs, elle serait forcément impactée, même si bien sûr elle ne serait pas menacée du fait de certains secteurs plus résilients comme par exemple la santé. Alors est-ce qu'elle sort sur un méga trend? C'est toute la question de l'hydrogène. Aujourd'hui, ça reste marginal, ça reste des projets. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est juste une option, c'est pas quelque chose sur lequel elle surfe réellement, mais c'est pour moi du bonus. C'est pas encore quelque chose de véritablement palpable en tant que tel. Même si bien sûr il y a de l'hydrogène déjà dans l'industrie, notamment pour la production d'acier, etc., mais en tout cas pas dans la révolution qu'on en attend, ou en tout cas qu'on dit en attendre pour les prochaines années. Alors, c'est une entreprise qui délivre quand même une croissance, même minime, mais qui est là, qui a une marge qui est tout à fait correcte, marge nette supérieure à 11%, et qui est plutôt en accroissement progressif, qui a un ROE et un ROIC pas mal du tout pour une entreprise européenne industrielle, qui augmente son free cash flow, même si ça reste modeste, on est sur du 3-4% par an en moyenne. Elle a l'augmentation de l'equity, oui. Elle a un bilan tout à fait sain, qui reste tout à fait bien maîtrisé et dont elle peut payer sa dette sans problème. J'ai mis un oui pour le relutif, en tout cas elle n'est pas dilutif, on va dire plutôt, en tout cas pas de manière significative selon moi. En termes de valorisation, pour moi on est encore un petit peu haut au vu des taux de croissance attendus, même avec des scénarios quand même de croissance économique mondiale correcte. Et un élément positif, effectivement, c'est la politique très généreuse de retour pour l'actionnaire, que ce soit en termes de dividendes ou de distribution d'actions. Et donc, probablement que la performance sur cette action, elle va être essentiellement drivée par ça, mais pas uniquement. Donc, pour moi, je coupe en deux. Je dis 5% retour actionnaire, 5% croissance de la valorisation de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vais être un peu plus exigeant sur le niveau d'entrée. Bon voilà, au cours actuel, donc un peu plus de 130 €, on a un cours qui permet d'avoir un free cash flow yield à 3,5, donc c'est tout à fait correct, mais on est encore en dessous de certaines entreprises qui sont mieux valorisées, on va dire, et qui peuvent avoir parfois des taux de croissance bien plus importants. Maintenant, j'essaye d'avoir, lorsque je m'intéresse à une entreprise, des stop-loss fondamentaux, c'est-à-dire des éléments qui remettraient en question l'attrait que pourrait avoir pour moi cette entreprise. Donc actuellement il y a un risque d'inflation mondiale, comme vous le savez, donc ce qui m'alerterait, c'est s'il y avait une baisse de la marge opérationnelle. Voilà, après le niveau de risque c'est totalement subjectif, c'est pour moi une sorte de probabilité de survenue, mais c'est tout à fait au pifomètre, c'est juste pour évaluer ou pour en tout cas noter le niveau de risque de survenue de celui-ci. Un des risques, ça serait un changement de politique de redistribution, donc soit en baisse de dividendes, soit la disparition des actions gratuites. Pour moi, ce risque il est assez faible, puisque là, c'est une entreprise qui a une politique très ancienne pour détacher du dividende, etc. Donc je pense pas qu'elle va changer de politique. Néanmoins, en cas de crise majeure, ça pourrait arriver, et clairement l'entreprise perdrait fortement de son attrait. Voilà. Après, une des questions pour moi, c'est la dépendance à la macro, et donc en cas de
de ralentissement macroéconomique, probablement qu'on observerait une baisse de son chiffre d'affaires et donc de ses revenus. Et donc ça, il y a pour moi un niveau de probabilité non négligeable que cela survienne. À ce moment-là, il faudra être plus exigeant sur les niveaux d'entrée. Voilà, à bientôt pour une prochaine analyse et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt.